Bonjour pour ce premier réel épisode après l'épisode pilote ce que nous avons fait sur Robert Heinlein. Donc, et nous vous remercions tous les deux de l'accueil que vous lui avez donné, puisqu'on a vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires encourageants. Donc, on a pris vos encouragements à cœur et donc on réédite l'expérience. Donc, merci. On part du coup sur un autre sujet aujourd'hui, enfin toujours sur les auteurs de science-fiction. Donc toujours avec Christian, donc mon papa, et Julien, donc le fiston. Donc on est réunis tous les deux autour de la passion de la science-fiction. Et là, pour cet épisode-là, On a choisi Philippe Cadic, qu'on va peut-être de temps en temps dans le déroulé, on l'appellera Phil, parce que si tu veux. c'est un peu le surnom, enfin le surnom, le diminutif qu'il avait. C'est un géant, hein, Philippe Cadic, comme Heinlein, mais dans un autre domaine. Hein. C'est effectivement toujours de la science-fiction, mais lui, quand même, vraiment, il va au-delà, à mon sens. Et d'ailleurs, il a un succès universel qui prouve que ces sujets intéressaient beaucoup de monde, au-delà du public strict de la science-fiction. Voilà. Là, on Donc, part effectivement avec Kadik, pardon, hein, sur des thématiques aussi plus spirituelles, plus intérieures, plus psychologiques. bien sûr. Et c'est moins une science-fiction, elle est aussi technique par beaucoup d'aspects, mais lui, il ajoute cette dimension. Il ajoute une dimension qu'on verra, bien sûr, parce que ça, on ne peut pas passer à côté. Il est devenu un véritable mythe, hein, c'est-à-dire le mythe du Californien paranoïaque, drogué, qui écrivait casanier, qui bougeait pas de chez lui, etc. Bon, évidemment, c'est outré. Mais en France, où il a eu un succès énorme, cette image a beaucoup plu, y compris aussi à l'étranger, mais pas trop aux États-Unis, où paradoxalement, ce succès est posthume, surtout, hein, mais pas du temps où il était vivant aux États-Unis, ouais, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Bon, on peut attaquer, si tu veux, sur. On va voir un peu le déroulé de sa vie. Tout à fait. Mais avec les éléments importants, il y en a. C'est presque un cas qui pourrait intéresser les psychiatres, ça en a intéressé beaucoup d'ailleurs, et les psychologues. Et puis alors là, autant sur Heinlein, on avait peu de sources bibliographiques, hein, et filmographiques. Hein. Alors là, des sources, il y en a partout. Hein. Donc il faut même faire le tri parce qu'il y en a qui sont parfois totalement à côté de la plaque et fausses. Alors on va commencer toujours par le commencement. Le commencement, c'est la naissance. Et dès la naissance, il a eu un traumatisme néonatal majeur. Hein. Alors il est né à Chicago le 16 décembre 28. Mais il n'est pas né tout seul. Il est né avec sa jumelle, hein, qui est une fausse jumelle. Bon, enfin, c'est un terme technique, mais les faux jumeaux ou les fausses jumelles, hein, en fait, ce sont deux ovules différents avec deux spermatozoïdes différents. Ça n'a rien à voir avec les vrais jumeaux, où c'est un seul ovule fécondé par un seul spermatozoïde. Alors, pourquoi je dis ça c'est pas pour faire de la pseudo-science, mais pour expliquer que déjà, il y a le terme de faux qui apparaît. Et toute sa vie, Dick, ou Phil, on va l'appeler Phil a été en but à ça, à chercher la vérité, à éviter les simulacres, les faux, etc. Bon, donc, on revient au début. 16 décembre, ils naissent tous les deux, avec 6 semaines d'avance, ils sont prématurés. Et malheureusement, leur mère, Dorothy, qui n'étaient pas au courant de ce qu'il fallait faire, etc. Puis bon, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Elle s'est contentée de les nourrir au sein. Et en fait, ils ont été dénutris. Et à force, ils ont appelé un médecin le 26 janvier 29, c'est-à-dire 41 jours après. Et quand le médecin est venu avec l'infirmière, etc., il n'a pu que constater pratiquement là, quand il est arrivé, le décès de Jane, hein, sa sœur. Et lui, on l'a tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire, on l'a mis en couveuse, on a pu arriver à le sauver. Mais ça aura bien sûr des conséquences énormes dans sa vie. D'abord parce que dans tous ces cas-là, il y a une culpabilité, c'est-à-dire pourquoi moi je suis vivant et pourquoi l'autre n'est pas là. Il va vouloir à sa mère, il va avoir une
une rancœur, une rancune contre sa mère parce qu'il estime qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis il va avoir toute sa vie ce manque, hein, ce manque de cette jumelle qu'il n'a pas eu. Et d'ailleurs, il a dit en gros que bon, elle était à la fois là et pas là, présente et absente, dans une perpétuelle oscillation. Elle a toujours été dans toute sa vie, dans toute son œuvre. Donc, un traumatisme important. Et ce traumatisme n'a pas été le seul. Ses parents, qui n'étaient pas quand même très fins, ont rien trouvé de mieux que quand ils ont enterré la petite Jane. Ils l'ont fait enterrer à Fort Morgan, dans le Colorado, qui était là où le père avait sa famille. Ben, ils n'auraient rien trouvé de mieux que de mettre déjà sur la pierre tombale les coordonnées de Phil. Parce qu'il disait, mais bon, finalement, il vient de perdre sa sœur, il ne va pas tarder à mourir. Un autre thème qui développera. Il y a une ambiance quand même dans la famille disque. C'est particulier. C'est l'entropie, c'est-à-dire l'entropie, c'est la dégradation vers la mort. Et ça l'angoissait énormément. Enfin, je comprends quand même un peu de quoi. Il a des raisons. C'est pas fini. Il n'a pas eu que ça. Ses parents ont divorcé, se sont séparés en 33, c'est-à-dire 4 à 5 ans après. Et ont divorcé en 35. Mais ils n'ont pas divorcé à cause du décès de Jane. Hein. Ils ont divorcé parce qu'ils ne s'entendaient pas, et le mari était jaloux, enfin bon, peu importe. Mais dans ce divorce s'est mal passé parce que sa mère, Dorothy, qui était une femme autoritaire et très froide, vraiment aucune affectivité, qui était malade elle aussi d'ailleurs, elle a voulu garder Phil avec elle et éloigner définitivement le père. Donc il a vécu, et ça il a très très mal vécu cette chose-là, parce qu'il a vécu ça comme un abandon de son père, quoi, complet. Et avec en plus l'abandon affectif de sa mère, qui n'a pas amené du tout la chaleur qu'il aurait dû avoir. Alors, sur le plan littéraire, ça a donné une nouvelle, à mon avis, je crois que ça vient de là, qui s'appelle The Father Thing, le père truqué. C'est la première nouvelle que j'ai lue de Dick, et c'est celle qui m'a introduit dans son univers et que j'ai adoré. Bon, enfin, ceux qui veulent le liront, enfin, c'est l'extraterrestre qui prend l'aspect du père, hein, mais enfin, bon, le gamin là, va s'en rendre compte, bon, enfin, passons. Mais c'est tout à fait ça. Il a toujours dit, je ne savais pas si mon père était bon ou mauvais. Il a toujours traîné cette vision. Son père avait fait la guerre de 14. Il est revenu avec un masque à gaz et il le mettait de temps en temps. Et alors là, il ne savait plus si c'était son père, l'étranger. Enfin, il ne savait plus. Donc voilà. Donc un traumatisme important, ce qui va donner ce qu'on appelle une névrose, un syndrome abandonnique. Hein, dont on parlera parce que ça va vraiment perturber toutes ces relations. Donc, là, je ne l'avais pas vu, moi, ça, mais je l'ai lu dans un commentateur. Bon, il est évident qu'il a dans son nom, Philippe K, le K, c'est Kindred, c'est le nom de jeune fille de sa mère. Donc déjà, on voit l'importance quand même, c'est pas habituel de donner le nom de jeune fille de sa mère comme deuxième nom. Et Dick, alors je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout de la démonstration, en Angleterre, aux États-Unis, c'est le diminutif de Richard, mais c'est un diminutif, c'est pas un vrai nom dont la ligne est mal représentée. Et ensuite, le Dick en argot, c'est le pénis, hein, donc c'est pas, il avait quand même du côté masculin, franchement. Bon, il l'a vu avec humour, il le savait ça, mais c'est quand même, c'est pas évident. Voilà. Alors, de cette atmosphère abandonnique, dramatique, hein, quelque part, il va sortir une recherche effrénée pendant toute sa vie d'une compagne, hein, d'une femme. Il en trouvera plusieurs. Il en aura beaucoup. Il aura du succès dans sa quête. Ah oui, il aura du succès, et parce qu'il cherche en fait une femme qui puisse lui amener
à la fois de la solidité. Pour lui, les femmes étaient beaucoup plus fortes que les hommes, même on en a la démonstration, parce que son père n'a pas fait de gros efforts pour le récupérer. Et donc, une compagne forte, mais aussi une compagne qui lui amènerait de la chaleur, parce que ça lui manquait beaucoup. Bon. Alors oui, il a fait une quête effrénée. Il disait que, en gros, il avait un piège à femme, un peu comme du tronc, hein, mais il prenait la première qui tombait. C'est ce qu'il disait. Il en a eu beaucoup. Et il a eu quand même 5 épouses. Donc la première, bon, Janet, ça a été vite fait. C'était une erreur. Mais après, il a eu Cléo, il a eu Anne, il a eu Nancy, Tessa. Il a eu 3 enfants. Une fille avec Anne, Laura, Isa avec Nancy, et un garçon, Christopher, avec la dernière, Tessa. Les 2 dernières avaient 17 ans et 27 ans de moins que lui. Donc il les prenait de plus en plus jeunes. Et alors là, pour l'anecdote, surtout sur les dernières, il était très attiré par ce qu'il appelait les filles aux cheveux noirs. La fille aux cheveux noirs, il a écrit un livre là-dessus. C'était pour lui la femme idéale, mais chaque fois il est mal tombé. C'était des femmes fatales pour lui en fait. Mais bon, de toute façon, il pouvait pas. Et c'était pas un cadeau non plus. Hein. Alors c'était pas un cadeau. Alors justement, pourquoi ça arrivait? Pourquoi cette quête? Moi, je reconnais qu'au début, j'ai cru que c'était du déjuanisme, hein, tout simplement. Oui. Non, c'est pas ça. Il est malade en fait. Il a une maladie. C'est un homme abandonné, que ce sont des gens qui sont angoissés, qui sont très dévalués. Et qui sont irritables, enfin, tout un tas de symptômes, mais surtout, comme ils ont été abandonnés, ils n'arriveront jamais à réussir un couple, sauf s'ils sont traités, bien sûr, hein, parce qu'il peut y avoir des thérapeutiques, mais s'ils ne sont pas traités, en fait, tous les couples qu'ils vont chercher, ils vont avoir une quête, mais ça sera toujours un échec. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être abandonnés. Ils se débrouillent par un cercle vicieux, en fait, à tout faire pour qu'ils soient abandonnés. Ils ne peuvent pas s'en tirer. Et c'est pour ça que c'est un cycle sans fin. En fait, il n'y a que 2 possibilités. Soit il se met en conflit avec sa partenaire, et à ce moment-là, au bout d'un moment, ben, la partenaire s'en va, et il dit, ben, elle ne m'aimait pas. Soit il fusionne, mais s'il fusionne, c'est lui qui se dévalue. Il ne vaut plus rien. Et s'il ne vaut plus rien, il dit, ben, finalement, ben, je ne mérite pas d'être aimé. Donc, c'était vraiment une situation très compliquée. Alors, si on rajoute, à l'échec, oui. Si on rajoute quand même à cela qu'il ne supportait pas le bruit quand il écrivait, les enfants, tout ça, à sa femme Anne, à qui il a dédié le haut château, il lui a dit, à ma femme Anne, sans son silence, j'aurais pas pu écrire. Quoi. Bon, ça veut dire, c'est glaçant, quoi. Après, on le verra, il était paranoïaque, hein, il avait des phobies, il était dépressif, il pouvait être violent. Enfin, bon, il a quand même tapé sur. Bon, c'était parfois réciproque. Hein. Il a tapé sur 3 de ses. Sur 2 de ses femmes et une maîtresse, parce qu'il a eu, avec toutes ces femmes-là officielles, il n'a pas arrêté d'avoir des infidélités, des maîtresses, etc. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le départ de Dick et ses rapports avec les femmes. Bon, alors moi je passerai, qu'on pourrait peut-être parler de ces problèmes d'intoxication. Ouais, c'est d'addiction en général. Hein. D'addiction en général. Alors, je ne sais pas si tu avais lu des choses là-dessus, ben moi, de ce que je pense que tu le compléteras, en tant que médecin, je pense que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour le décrire, mais un abus, un usage constant et massif de différentes drogues, dès qu'il a pu aller s'en procurer, il a fait des cures pour s'en détacher, mais les amphétamines, etc., pour se stimuler, etc., mais dans de telles quantités que ça l'a complètement. Voilà. Ça a accentué son. Alors je pense qu'effectivement, bon, il a l'image d'un drogué aux drogues fortes et tout ça. C'est pas si simple. En fait, il était intoxiqué par les amphétamines, par les amphés, et les amphés au moment où il les prenait aux États-Unis et même en France. C'était pas en vente libre, il fallait des ordonnances, mais c'était vraiment très facile à obtenir.
Mhm. On ne connaissait pas les effets secondaires. Et il en a pris peut-être un petit peu avant 52, parce qu'il a commencé officiellement en 1952 à prendre des amphétamines. Hein. Mais il avait dû en prendre un petit peu avant parce qu'il était asthmatique et les amphétamines ont une action Améliorer son asthme. bronchodilatatrice. Donc, mais enfin, il n'était pas intoxiqué par les amphés à ce moment-là. Donc, les amphés, c'est le speed. Hein. C'est considéré comme une drogue actuellement. Hein. Entre parenthèses, hein, il faut savoir que l'ecstasy, c'est un dérivé des amphétamines. Hein. Bon. Et que maintenant en France, il n'y a plus que 2 produits qui sont donnés, c'est le Ritalin et le Zyban, dans des indications très précises, très draconiennes. C'est fini Oui. cette distribution. Mais lui, il était coquin, Dick. D'ailleurs, un de ses amis disait, il n'est pas menteur, Phil, mais c'est un mystificateur né. C'est-à-dire, il arrangeait toujours sa vérité. Alors, comme il connaissait très bien les psychologues et les médecins, eh bien, il arrangeait toujours, il allait voir plusieurs médecins et puis plusieurs pharmaciens, prescrire, et il avait des ordonnances et il arrivait très bien à en avoir. Quand il n'en avait pas, il allait dans la rue, il en achetait à des revendeurs. Mais des fois de mauvaise qualité, c'est quand même taper une pancréatite aiguë pour une amphée trafiquée. Et puis quand vraiment au dernier carat, il n'avait toujours pas d'amphétamine, eh bien, il les prenait dans l'armoire à médicaments de sa mère qui en avait pour ses maladies. Donc il en a pris une quantité énorme. Et il a dit, c'est pour ça que la vérité est parfois difficile à savoir, en 1971 il a été hospitalisé et le psychiatre a dit qu'il avait avoué prendre jusqu'à 1000 comprimés par semaine. Or la dose c'est 3 comprimés par jour. Bon. Mais il en a pris beaucoup. Il paraît qu'il avait des pilules dans un genre de saladier. Il se fait. Comme des M&M's. Voilà, bon. Alors pourquoi il les prenait, ces amphétamines? La première, j'allais dire, c'est la cause honorable. Pour compenser la chaleur qui lui manquait. Ça, c'est vrai. Mais la deuxième, qui est peut-être tout aussi honorable, mais qui n'est pas une indication médicale, c'est que les amphétamines, ça permet d'avoir une concentration cérébrale, une efficacité cérébrale multipliée et une résistance à la fatigue. D'ailleurs, les soldats, l'armée, à une époque, on leur donnait des amphétamines. Et lui, il les prenait ça. Pourquoi? Parce que, comme il manquait d'argent, il a toujours été en manque d'argent, et comme il était devenu, après un épisode où il a travaillé dans un magasin, une boutique de musique, etc. Il était professionnel, il avait donc des femmes, il avait des enfants, il lui fallait de l'argent. Et comme il ne vendait pas beaucoup, qu'à l'époque la science-fiction n'était pas très, très rémunératrice, eh bien, il fallait qu'il écrive. Et donc il a comme ça... Il passait des nuits, des jours à écrire. Il écrivait très vite, hein, sa machine à écrire. Il paraît que c'est sans note, sans rien. Enfin, c'est un génie, ce type, quelque part, hein, parce que c'est évident. Et il arrivait, donc, il a dit, il a fait, là aussi, il a un peu rangé la vérité, mais très peu, que les années 63-64, où il a publié beaucoup, où il a beaucoup écrit, il a dit qu'il a fait 12 romans en 2 ans. En fait, il en a fait 11. Bon. Mais il n'est pas loin de la vérité. Ça fait un tous les 2 mois, c'est pas mal. Voilà, un tous les 2 mois, donc il est évident que... Alors ça, il en a pris pendant 20 ans, à ces doses-là, de 52 à 72. Bon, il ne s'est pas contenté des amphétamines, mais c'est quand même la base, son régime de base. L'intoxication, je veux dire, on se donne même comme il pouvait avoir un comportement à peu près normal le reste du temps, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les psychologues, les psychiatres ont eu de la peine des fois à le cadrer. Parce qu'il arrivait, il avait une tolérance où il jouait, je ne sais pas, en fait le cas, il arrivait à passer à travers les gouttes. Alors à côté de ça, comme il avait quand même, il adorait les pilules, c'était l'époque aussi, les années 60, on pensait que les médicaments allaient tout résoudre, que les drogues allaient tout amener. Et il alternait entre ce qu'il appelait les pilules du bonheur et les pilules cauchemar, parce que c'était l'une ou l'autre et les deux à la fois. Et là, il les prenait en cocktail, ces amphétamines.
Alors, en fait, il prenait tout ce qu'il avait autour. Alors, il y avait des anxiolytiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs, des myorelaxants, des traitements pour le cœur parce qu'il était hyper tendu. Et d'ailleurs, ça a dû jouer un rôle de l'accident vasculaire cérébral qui a été fatal. Voilà, donc, et quand même, pour bonne conscience, il rajoutait des vitamines. Ah, ben l'équilibre. Voilà. Alors, il s'avalait ça. Bon. On a parlé aussi, là on a un peu exagéré, des drogues psychédéliques. Alors, il a pris du LSD, c'est vrai, mais il n'en a pris que 3 fois. Mais ça, je crois que les jeunes, enfin, Il y a un consensus autour de tous ça. les auteurs. Moi, j'avais lu que, effectivement, j'avais plutôt entendu parler du LSD, et c'est en faisant des recherches que évidemment, les amphétamines revenaient plus, et que le LSD, finalement, c'était plus vendeur de dire qu'il avait tourné au LSD, et qu'il y en a même qui disaient qu'il en avait pris 2 fois, et que ça avait généré toute sa créativité pour tout ce qui avait suivi, etc. C'est pas aussi flamboyant que ça, en fait. Sur le LSD, qui était très à la mode, hein, le premier voyage qu'il a fait, c'est un bad trip. Hein. Il s'est retrouvé sur une terre gelée. C'était catastrophique. Alors, du coup, il n'en a pratiquement plus pris. Mais c'est un de ses amis qui s'appelle Harlan Ellison, qui est un auteur de science-fiction, qu'il avait quelque part engagé pour faire une nouvelle dans un de ses recueils. Ouais. Et en présentant cette nouvelle, il l'a présenté comme un écrivain, en fait, qui était drogué au LSD, etc. Et Dick a laissé dire, a laissé faire, parce que c'était à la mode. Et puis après, il a dit non, c'est pas vrai. Bon, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Bon. Ouais. Il a pris quand même aussi de la mescaline une fois. Il a pris de l'angel dust une fois aussi, ou 2 ou 3 fois. Bon. Alors, en base, quand même, hein, le hashish, ça, il en prenait, du tabac à priser et de l'alcool pas mal aussi. Bon. Donc, un tableau d'intoxication diffuse, mais surtout les amphétamines, qui, à mon avis, ont été la cause de beaucoup de choses qui se sont passées chez lui, mais qui, en même temps, lui ont permis de soutenir une créativité. Après, c'est toujours l'éternel débat. Est-ce qu'il aurait été aussi prolifique sans les drogues, ou est-ce que c'est parce qu'il a pris des drogues qu'il a été aussi créatif et aussi bon? Moi, je crois que c'est un peu comme les coureurs cyclistes. Hein. Tu peux leur donner moi, je peux prendre de l'EPO, je ne monterai pas le Tourmalet, quoi. Bon. Non, mais on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même une base, un état profond en soi. Lui, c'est un type doué. Je pense un génie de l'écriture, un fou de l'écriture, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Mais effectivement, il a pu sortir tout ce qu'il a sorti grâce aux amphétamines. C'est évident. Alors, après, comment placer ces amphétamines par rapport à ces troubles psychiatriques qu'il a eus? Alors, d'abord, avant les amphétamines, en 52, il a commencé à les prendre. Hein, mais avant, il avait déjà des troubles. Mais c'était des troubles d'angoisse. Il y avait de la claustrophobie, de l'agoraphobie. Bon, je pense que tout le monde connaît à peu près la signification de ces termes. Hein. Et il avait la peur de manger en public. Ça, c'est moins courant. C'est moins courant. Et c'était très gênant parce que tout ça, ça persistait longtemps. Mais à partir de 52, quand il a pris pendant 20 ans ces amphétamines, alors là, on est passé à l'échelon supérieur. Il a développé une paranoïa majeure, hein, avec un sens du complot, qu'on voulait le tuer, etc. Alors, tout le monde en a pris. Le FBI, le CIA, le fisc, sa femme, sa mère, une de ses femmes, sa mère, des gens qui passaient, qui voulaient le tuer. Enfin, bon. Il y avait de la vérité parfois, c'est toujours pareil. Mais il y avait une paranoïa absolument aiguë. Puis il avait des troubles de l'humeur. Alors qu'il pouvait être, c'était quelqu'un vraiment de charmant, d'affable, de courtois, avec de l'humour. Il pouvait devenir de seul coup dépressif ou à l'inverse violent. Hein. C'est pas facile. Et puis il a fait 2 tentatives de suicide, ce qui est fréquent dans ces états-là, dû aux amphétamines. Un en 72 à Vancouver, des 2 voyages étrangers qu'il a fait. Là, c'était au Canada. Il avait rompu avec Nancy. Il en avait déjà trouvé une autre qui s'appelait Jamis, mais qui était partie. Elle avait eu peur, je crois.
Et là, il avait pris du bromure de potassium. Bon, c'était un peu trafiqué, parce qu'il avait gardé le téléphone qu'il avait trouvé d'un centre qui s'occupait des suicides, etc., qui était en fait un centre de désintoxication canadien, qui s'appelle Excaley, où apparemment, lui, il dit qu'il aurait arrêté les amphétamines à partir de ce moment-là, 72. Ouais, En bon. fait, lui, il n'en a plus consommé comme avant, c'est certain. Mais on ne peut pas dire qu'il a arrêté totalement. Et puis un deuxième suicide en 76, là, c'est quand Tessa l'a quitté, la dernière, hein, là, il ne supportait plus, et là, il a tout essayé. Alors, il a pris des médicaments, de la digitaline, je ne sais pas pourquoi il en avait, mais la digitaline, en plus, c'est vraiment un poison. Hein. Pardon. Et il a pris donc de la digitaline, de l'alcool. Il s'est coupé les veines, parce que ça ne marchait pas assez vite, et puis il s'est mis dans son garage, il a mis il a essayé une intoxication avec le tuyau d'échappement. L'échappement, oui. Rien n'a fait, c'était pas son heure, hein, il a été hospitalisé, et voilà. Donc, avec 2 tentatives de suicide. Après 72, est arrivé, alors qu'il avait arrêté soi-disant les amphétamines, est arrivé un délire, une bouffée délirante aiguë, en février-mars 74, ça l'a marqué, avec des hallucinations visuelles et auditives, où il a vu, on lui a expliqué que c'était un dieu mineur, un petit dieu méchant et tout ça, qui s'est occupé de nous. Et c'est pour ça qu'il y avait tous ces problèmes sur Terre, hein, mais qu'il y avait une entité bonne, hein, qui nous protégeait, qu'il a appelé Siva, d'ailleurs système intelligent, vivant et actif. Et donc il y avait à nouveau une dualité là d'ailleurs, hein, le mauvais et le bon. Et ça l'a marqué. Jusqu'à la fin de ses jours, il a essayé de comprendre ce que c'était, etc. Une petite anecdote, hein, à un moment donné, il écoutait à la radio ou sur son électrophone les chansons des Beatles, Strawberry Fields Forever, et les paroles ont été modifiées, lui, il dit, et on lui disait, votre petit Christopher, il a une hernie qui est en train de s'étrangler au niveau inguinal, là, il faut l'opérer de suite. Il voit sa femme, hein, et elle l'amène au médecin, c'est une hernie inguinale. Étranglée, qui a été opérée en urgence. Bon. Le médecin lui a dit, de toute façon, on ne pouvait pas passer à côté, c'était trop gros, donc... Ouais. Bon, ben, enfin, bref. Petit détail, pardon du pléonasme, un détail est toujours petit, mais bon. John Lennon, qui a écrit Strawberry Fields Forever avec McCartney, mais c'est vraiment la jeunesse de John Lennon. John Lennon était passionné par Dick, et il a voulu acheter les droits du Dieu venu du Centaure pour en faire un film. Bon, ça n'a pas marché, mais enfin, pour dire qu'il y avait des interactions avec tous ces gens-là, quand même. Hein. Et c'était l'époque où Lennon touchait pas mal au LSD. Oui, je sais pas ce qu'il devait faire. Des bonnes soirées. Voilà, des bonnes soirées. Donc voilà, donc un petit peu le tableau psychiatrique avec les amphétamines. Juste pour conclure là-dessus, c'est quand même important. Pour moi, l'iatrogénie, c'est-à-dire le rôle médicamenteux des amphétamines, est majeur dans tout ce qu'il a présenté comme délire, comme trouble psychiatrique, etc. C'est décrit, hein, c'est pas de problème. Hein. Quand on voit les doses qu'il a pris et la quantité et la durée qu'il en a pris, c'est pas possible. Alors, pourquoi, après 2 ans d'arrêt, il a fait ce fameux délire? Bon, peut-être qu'il n'est pas arrêté complètement, mais il avait fait assez pour avoir une psychose chronique, durable, et avec pseudo-schizophrénique. C'est carrément un délire presque schizophrène qu'il a fait. Et c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il avait une maladie psychiatrique? Sa mère, à l'âge de 12 ans, l'avait déjà mené un psychologue, un psychiatre. Elle est toujours agréable, sa maman. Mais pardon. Bon anniversaire. Bon anniversaire, voilà. Si on allait chez le psychiatre. Donc, en fait, comme il était intelligent et un peu roué, il savait très bien manipuler les psychologues, les psychiatres et les médecins. Il n'y a pas de problème. Alors, il a eu de tout. Il y en a qui ont dit qu'il était bipolaire, d'autres qu'il était schizophrène, d'autres qu'il était simulateur, et d'autres qui l'ont trouvé tout à fait normal.
Donc, compliqué de se faire une idée. Je ne crois pas qu'il était schizophrène, du moins authentique, parce que quand même, il a travaillé toute sa vie, il a gagné sa vie, hein, je veux dire, avec ses bouquins. Il a eu des amis fidèles, des amis. Or, les psychotiques, ils ont des difficultés à créer des relations, des liens durables. Il avait un domicile fixe, ô combien fixe, il était casanier. Il était en Californie pratiquement toute sa vie autour de la baie de San Francisco. Il ne fallait pas l'emmener ailleurs. Alors, il est allé au Canada une fois, il est allé à Metz, en France, la deuxième fois, pour un congrès de science-fiction. Mais c'est tout. Je veux dire, il ne bougeait pas de là, il était casanier. Et puis, il aimait les chats aussi. Bon, c'était un érudit au niveau littéraire, au niveau musical. Enfin, il connaissait énormément de choses, il s'en rappelait. Bon. Et surtout, il se posait la question sans arrêt, est-ce que je suis fou? Alors, en principe, d'accord, c'est peut-être un peu grossier, mais les vrais psychotiques ne se posent pas la question. Voilà. Bon, sans aller jusque-là, il était au moins borderline, ou schizoïde, c'est-à-dire pas schizophrène vraiment, mais avec des pas loin. comportements. Et l'écriture, justement, a été une véritable thérapie pour lui. Quand il écrivait, il y a un mécanisme qui se passait qui fait qu'il mettait à distance tous ses délires, toutes ses angoisses, hein, il les éliminait. Et il était bien quand il écrivait. C'était pour lui salutaire. D'ailleurs, il a dit que son mental avait besoin d'écrire. Il fallait vraiment qu'il ait besoin de l'écriture. Il a dit que quand il écrivait, il créait un monde avec des personnages, il était dedans pendant des jours et des jours. Et puis quand il fallait arrêter, parce que le roman finissait, lui, il était détruit. C'est-à-dire, c'était vraiment... ces bouquins, il faut que vous les lisiez parce que c'est... Il y a de la teneur, hein, c'est lui, quoi. C'est lui. Voilà. Alors, il y a un critique qui a dit d'ailleurs qu'en gros, ce critique s'appelle Pelo Sato, et il a dit que Philippe Cadic n'était pas schizophrène, mais qu'il a fait une œuvre schizophrénique, et que c'est grâce à ça qu'il ne l'est pas devenu. Ouais. Je crois que ça résume bien le problème de Dick. Voilà. Donc il a écrit, et heureusement qu'il a écrit, parce que quand il écrivait, il allait mieux. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur les éléments de sa vie, avant de passer maintenant peut-être à ce qu'il a écrit, à ses thèmes. Ah, surtout, il y a les thématiques, oui, enchaînons là-dessus, avec plaisir. Alors d'abord, ce qu'il a écrit, était quand même très spécial, parce qu'il était... comment dire, il adorait le contact avec les gens, il pouvait raconter des histoires, il avait de l'humour et tout. Et un de ses amis a dit, Phil pensait par paragraphe. Il était tellement dans l'écriture que quand il parlait à quelqu'un, on aurait dit des paragraphes de romans, quoi, voilà. Alors il a beaucoup écrit, évidemment. Et moi je trouve que dans l'ensemble, franchement, parce qu'il y en a qui disent oui, il y a du mauvais, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du moins bon. Mais dans l'ensemble, c'est quand même de qualité. C'est du Dick. On reconnaît Dick, hein, c'est pas... Il est typique. Alors il a écrit 123 nouvelles. Et il a écrit 35 et 11, ça fait combien? 46 romans. Non, 35 tu m'as dit. 35 11, c'est ça. 46 romans. Bon, donc, les nouvelles, il a commencé par ça. Il a écrit dans des pulps. On en avait parlé la dernière fois, dans les pulps. Mais les pulps, ça rapportait rien. Mais ces nouvelles, il est excellent dans les nouvelles. Hein. On a parlé de Father King. La première nouvelle qu'il a publiée, c'était L'heure du web et The Rook. Et après, il a publié des nouvelles, donc comme Minority Report, comme Souvenir à vendre, hein, qui a donné Total Recall, comme Second Variety, qui a donné Planète Hurlante. Donc Nouveau tout modèle, ça, c'est des films qui ont été tirés de... Mort aussi. Quoi? Substance Mort aussi. Ah, Substance Mort, je ne savais pas. Qui a donné un film Scanner Darkly, qui était pas mal aussi sur les... Enfin, la manière dont c'est filmé est bizarre, enfin, c'est très psychotique, assez tourné sur les drogues aussi. Mais,
Ah oui, mais ça, il en a fait quelques-uns comme ça. Alors justement, c'était... bon, alors après, il a fait des romans. À partir du moment des années 50, il a commencé à faire des romans, parce que les romans, ça rapportait un peu plus d'argent que les pulps. Alors, citer simplement l'Autorie solaire, qui est un de ses premiers romans, c'est pas son meilleur, et il ressemble beaucoup à Van Vogt, et Van Vogt, c'était une de ses idoles, c'était un auteur de science-fiction canadien. Mais après, il a sorti Le Temps des articulés. Alors, Le Temps des articulés, c'est super. Le Temps des articulés, en fait, c'est ce qui a inspiré. Alors, il a écrit ça en 59. Et en 98, on a sorti un film qui s'appelle Truman Show, de Peter Weir. Et c'est un peu un monde comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent dans un décor, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un décor. Ouais. Et c'est génial. C'est lui qui a trouvé ça. Et d'ailleurs, ça a été appelé après le syndrome de Hollywood, ça, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui croient qu'ils vivent dans un décor de cinéma. C'est extraordinaire. Donc pour dire quand même, il est excellent le film, Truman Show d'ailleurs. Truman Show, c'est excellent, mais c'est un plagiat. Pas direct, mais si c'est une idée. Et à ma connaissance, à aucun moment ils ont dit qu'ils s'en étaient inspirés. Non, parce qu'ils disent, quand j'ai vu étudier ça, d'ailleurs, ils disent qu'il a été influencé par, mais ils ne disent pas que c'est une adaptation directe. Oui, enfin quand même. Mais quand même, l'idée, si c'est ça qui tient tout le film, quoi. Donc, oui, surtout que Dick, c'est les mondes truqués, donc c'est tout à fait on est en plein dans la simulation, dans le monde truqué, etc. Alors après, il a sorti le Maître du Haut-Château, dont on parlera tout à l'heure. Le Maître du Haut-Château, il a eu le prix Hugo en 63 avec ça. C'est pas pour ça qu'il a été encore beaucoup lu aux États-Unis. Après, il a sorti le Dieu venu du Centaure, Ubik, et est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est un titre absolument extraordinaire. J'adore ce titre. Magnifique. Qui a donné Blade Runner, le film Blade Runner. Et après, par un effet de feedback, maintenant on appelle aussi le livre souvent Blade Runner. Mais il a tenu à ce que ce soit pas un scénario, c'est vraiment toujours les androïdes revêtus de moutons électriques. Et plein d'autres romans, il a vraiment beaucoup écrit. Alors ceci dit, il est venu vers la science-fiction un peu par dépit, parce que lui voulait écrire de la littérature générale, réaliste. Il appelle ça, c'est le mainstream. Et sur les 35 romans qui ont été publiés de son vivant, il a subi qu'un seul mainstream, c'est Confessions d'un Barjot. En fait, ses éditeurs n'aimaient pas ce qu'il écrivait, les lecteurs qu'il y a eu n'aimaient pas trop, et finalement il a dit c'est la science-fiction qui me va bien, et quand il a eu le prix Hugo en 63, il a dit je ne vais plus faire que de la science-fiction. Quand il est mort, par contre, sur les 11 bouquins qui sont sortis, il n'y a que 3 science-fiction, ils ont sorti tous les mainstreams. Donc, quelque part, en posthume, on lui a rendu hommage, quoi. Ça, c'est bien. Alors, il a écrit à la fin de sa vie, après cet épisode, l'Exégèse, qui est un journal de 8000 pages, pour expliquer ce qui s'était passé là, dans ses hallucinations, ce délire mystique qu'il a développé dans un bouquin qui s'appelle La Trilogie divine. Voilà, donc ça c'est son œuvre. Alors maintenant, ses thèmes. Eh bien, il a pratiquement eu les mêmes thèmes tout le temps. C'est rare, ça. Bon, quand on parlait d'Hélène, il changeait quand même de thème. Lui, non. Alors, le premier thème, c'est qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'était extraordinaire. Et je crois que c'était le grand thème de sa vie, ça. Alors, pour lui, il avait lu beaucoup, il avait lu des philosophes comme Jung, comme Kant, Héraclite. Enfin, je ne vois pas que tout le monde lise Héraclite comme ça. Enfin, bon, c'est bon. Pas moi, je te le dis. Surtout pour quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup d'études. Il n'était pas très bon d'ailleurs à l'école. Il s'adaptait pas. Il avait des phobies, il avait des phobies, des trucs comme ça. Il se plaisait pas. Il était inadapté. Et oui. Et donc, il disait que nous avons chacun notre réalité objective. Qu'en plus, avec Jung, on projette chacun notre inconscient. Donc, on a chacun notre monde. Et puis, on a la résultante de toutes ces réalités, ça donne la réalité objective, celle qu'on voit. Mais il dit, le problème, c'est que si des réalités subjectives est plus forte que les autres, c'est elle qui va s'imposer. Donc, il est contre tous les autoritarismes, tous les impérialismes,
d'État, de religion, etc. Parce qu'il dit ça fausse complètement les cartes. Alors il y a une réalité, et elle existe, elle est vraie. Bon, il a eu une phrase là-dessus. La réalité, que je ne dise pas de bêtises quand même, parce qu'elle est bien, je ne veux pas quand même faire une faute. La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître, hein, quand on cesse d'y croire. Elle est jolie, ouais. C'est joli ça. Mais en fait, ça veut dire aussi qu'on pouvait y arriver, d'après lui, par les hallucinations. Soit par la psychose, sur les schizophrènes, par exemple, soit par des drogues. Donc pour lui, la réalité était là, elle n'était pas chez nous, quoi, dans notre monde, quoi. Bon. Alors ça, c'est le premier thème, le réel. Le deuxième thème, c'est qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors c'est pas si simple, hein. Ça ne veut pas dire un humain, un robot. Non. Il y a des humains qui ne sont pas des humains pour lui. Il dit, qu'est-ce qui fait que je me sens humain? Est-ce qu'on m'a implanté des souvenirs? Est-ce qu'on m'a implanté, etc. Chose qu'on retrouve dans Blade Runner. Et pour lui, il faut différencier, parce qu'un humain, eh bien, en fait, ce qui le différencie du non-humain ou de l'androïde, c'est l'empathie, c'est-à-dire la faculté de sentir les émotions, les affects de l'autre. Et donc, conséquence, c'est la bonté, parce que quelqu'un qui a ça est bon. Et quand on revoit Blade Runner, le film, il y a un test d'ailleurs qui permet, c'est le test d'empathie qui permet de savoir. Mais là, il n'était pas d'accord avec Ridley Scott, parce que pour lui, l'humain est supérieur au non-humain. Tandis que pour Ridley Scott, le replicant, le non-humain, est un surhomme, il est supérieur à l'homme. Il est supérieur, puis il se pose la question de sa survie, puisqu'il est limité en vie, de 4 ans, ou je sais plus combien, dans les films. Alors que dans le livre, c'est plus de dire effectivement comment l'humain, qu'est-ce qui différencie l'humain des non-humains, et en quoi, et l'empathie est plus au centre de cette question-là. C'est plus philosophique, c'est au sens du point de vue de l'humain. Alors que dans le film, c'est plus orienté avec de la sympathie sur la question qui est intéressante. Moi, j'adore ces deux façons, et je pense que ça reste quand même dans la lignée pour moi de Kadik, hein, de le voir comme ça, de dire est-ce que les réplicants, eux, ils luttent pour leur survie, quoi. Ah oui, mais de toute façon, pour ce qui concerne Blade Runner, bon, j'avais parlé de The Father Thing qui m'avait introduit dans Dick, du Maître du Haut-Château qui est un roman fabuleux, et puis le film Blade Runner, moi, je l'ai lu avant le bouquin, j'ai vu le film avant le bouquin, et j'ai trouvé ce film fantastique, hein, super, d'emblée. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, bon, peut-être de 10 fois, et je regrette d'ailleurs la première version, qui était à mon avis meilleure que celle qu'on voit plus maintenant, que celle du scénario, de Ridley Scott, parce qu'il a gommé la fin, et moi j'adorais cette fin où ils partent, où le Blade Runner, Ricard part avec Sean Young, et ils partent avec les couleurs, la musique, etc. Ça, il l'a coupé, et il montre bien que pour lui, Ricard est un replicant. Pour Ridley Scott, il y avait l'histoire de la licorne, en fait, etc. Bon, moi, enfin, Blade Runner, pour moi, c'est un film fabuleux, mais c'est pas tout à fait le livre. Alors après, juste pour se terminer sur Blade Runner, d'abord, Blade Runner, il a eu le temps quand même, parce qu'il est mort en mars 82, et le film est sorti 4-5 mois après. Ridley Scott a eu la gentillesse quand même de l'inviter à lui montrer des rushs, et il a été enchanté. Il a dit c'est super, etc. Donc, mais de son vivant, il n'a pas vu un film, lui. Ouais. Et c'est dommage, parce que... Tout est après des années... Il y a eu beaucoup d'adaptations. Blade Runner, c'était avant les années 2000, mais Total Recall, c'est les années 90, c'est après, quoi. 80-90, c'est après. Et il meurt en quoi, l'année 84 82. 2. Et après, il a pas vu beaucoup. Il n'en a pas vu beaucoup. Hein. Il n'en a vu aucun. Zéro. il a vu les images que lui a montré Ridley Scott en résumé, des rushs. Et c'est tout ce qu'il a vu. Et il faut reconnaître que le film a quand même impressionné, c'est le cas de le dire pour un film, mais surtout a eu une énorme influence sur énormément de choses, sur tout un tas de décors de cinéma, de vidéos, de tas de choses. Parce que ce décor de New York, là, sous la pluie, où tout est sombre, avec les Asiatiques,
tout ce monde de la musique, enfin, c'est génial, quoi. Pour moi, c'est un film Ah, mais c'est pour moi un des. Mais il y a dans le genre un peu cyberpunk, post-apocalyptique, etc. C'est magnifique parce qu'il y a une architecture à part, il y a un art, il y a tout est pensé, c'est-à-dire que les décors, tout est bien cohérent et ça dépeint un univers qui n'existe pas. Enfin, on voit Oui. que c'est ce qu'on pourrait être notre futur, mais il y a des voitures volantes, Ah, oui. il y a des immeubles d'architecture pyramidale, énorme, des immeubles sans fin qui vont là. En même temps, on voit les bas-fonds de New York, fait de Oui, on villes voit où il tout. fait sombre, etc. Avec des marchés noirs, les gens qui magouillent pour bouffer, etc. Ah Et c'est oui, génial cette ah oui, cohabitation un peu. cohabitation. Asiatique beaucoup, hein. Oui, oui. Et puis cette fameuse scène de Rutger Hauer, là, qui paraît-il a improvisé. C'est Et Rutger elle est Hauer a improvisé. oui, Je sais pas sur si c'est vrai, mais c'est magnifique, son ça. monologue avant Quand il est en de. train de mourir, là, alors qu'il aurait pu tuer Descartes, il le tue pas. Mais il le blesse quand même sévèrement. Il est sous la pluie, là, il lâche les colombes là, qui partent dans le ciel. C'est magnifique, quoi. Alors, ceci, voilà, c'est un grand film euh, qui, comme d'habitude, n'a pas eu de succès au départ, ou pas beaucoup. Aujourd'hui, Ils il est sont pas mythique. Hein. arrivés. Il a coûté cher, mais au début, il n'a pas été rentable, et puis après, il a explosé. Toujours pareil, c'est parti de l'étranger, le Japon en particulier. Ils sont très friands de ce film et de tout ce qui l'entoure. Il est aujourd'hui dans le classement de plein de. Oh, c'est les classements, hein, on s'en fout. Oui. Mais il est Ah, toujours pour moi, de toute façon, quasiment c'est systématiquement le dans le meilleur, top 3. Quoi, c'est si le ce n'est pas meilleur premier. film de toute catégorie confondue, SF ou pas. Et il a pas mal vieilli, hein. Moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et ben franchement, Je l'ai les décors et tout, ça tient. je l'ai revu aussi, je me suis régalé. Ça tient. Par contre, j'ai pas aimé le second là, qui a été fait, qui d'ailleurs qui n'est pas tiré de Dick. Celui de Villeneuve, là, il est, bon, bref, il est fumeux, pour On moi, est sur autre chose. il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors, pour terminer sur les thèmes, bon, la gémellité, c'est-à-dire ce manque de cette jumelle. Alors, beaucoup de ces héros cherchent ce qu'on appelle la complétude, c'est-à-dire la personne hein, avec qui ils vont pouvoir avoir un état complet satisfaisable. Ils n'y arrivent jamais. Ouais. Ça, c'est du Dick. Il y a un bouquin qui s'appelle Docteur Blood Money, où il décrit qu'un post-atomique et où une petite de 7 ans qui a dans son ventre un jumeau, un petit monstre, si tu veux, mais avec qui elle est la seule à pouvoir communiquer et qui a des pouvoirs psychologiques énormes. Quoi. Voilà. Ça, le problème des jumeaux, du double et tout ça, c'est tout le temps. L'entropie, on en a déjà parlé, c'est cette dégradation vers la mort. Alors, il essayait dans des bouquins comme à Rebrousse-Temps de le prendre à l'envers, peut-être en se disant ça peut être mieux, c'est de partir de la mort vers la naissance. Et puis la divinité. Alors la divinité, tout le temps il a été quand même autour du divin, mais c'est vrai que là, après cet épisode hallucinatoire, il a été vraiment dedans. Donc il pense quand même qu'on est dans un labyrinthe. Alors, ça rappelle Matrix un peu, cette idée. On est perdu et prisonnier dans un labyrinthe, hein, et qu'il y a ces déités là qui sont contraires, qui sont au-dessus de nous, quoi. Et il dit que ça, c'est pas lui qui l'a. Qu'en fait, c'est le mal qui recouvre tout, mais si on se soulève ce mal, c'est pas ça le Maya, hein, le voit là, mais il y a le bien dessous. On le voit, le bien est là. Bon, c'est pas tout à fait pessimiste, mais voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces thèmes. Bon, on va terminer bien sûr par son décès. Il est mort jeune. Hein. Alors, il commençait à être bien au niveau monétaire, hein, parce que ses livres commençaient à se vendre. Il avait trouvé aussi d'autres circuits qui étaient plus efficaces que les anciens. Et il avait des droits sur les films. Enfin, là, il vivait bien. Il avait d'ailleurs un appartement à lui, à Santa Ana, qui est une des coins les plus riches de Californie, quoi. Je veux dire, il était bien là, quoi. Et là, il a fait un accident vasculaire cérébral qu'il a emporté. Bien évidemment, accident vasculaire cérébral, par hypertension, mais surtout par il avait le cerveau cramé, quoi. Voilà. Je pense que le corps, à un moment donné, il a dit ça suffit. Voilà, il a dit ça suffit, c'est déjà un miracle qu'il soit arrivé. Ah oui, c'est moi. Il avait quand même 52 ans et quelques, pas plus, hein. Il est jeune. Hein. Et quand il est mort,
Après, il a eu du succès, on l'a déjà dit. Et puis, il est quelqu'un qui est parti du pulp est arrivé quand même à être édité dans la Library of America. C'est l'équivalent de la Pléiade. Hein. Ouais, ouais. C'est pour là vraiment, c'est le C'est suivant. l'apothéose. Ouais, moi, je vois ça dit comme ça. On peut parler du bateau au château, mais si tu as d'autres Oui, choses à dire. non, je voulais juste te dire oui, qu'il y avait aussi, moi, ce que j'aime bien dans les thématiques, c'est quand on est dans les réalités, on va dire, et l'illusion. Il y a évidemment la notion, beaucoup des choses sur les rêves, quoi, notamment dans Ubik. Toutes les notions de rêve, je trouve que c'est un des premiers à avoir exploré ce côté de dire d'un rêve. Il y a Inception, le film, c'est clairement inspiré de ça, des rêves, de rêver dans un rêve, dans son propre rêve, des rêves qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et du coup, on ne sait plus quelle est la réalité, qui impacte quoi, mais quand même tout est lié, parce que on dit, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est très flou, hein, etc. Sauf que il y apporte quand même, c'est ce qui fait que c'est de la science-fiction, une énorme cohérence à Oui. ces réalités. Il y a des explications. Alors évidemment, il y a des interprétations, c'est pas codifié, on peut pas dire c'est une formule mathématique, mais tous ces univers, même s'ils sont parallèles, multiples, superposés, entrelacés, tiennent. Il n'y a pas beaucoup d'incohérences et c'est pour ça que Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui surprend, parce que quand on a décrit tout ce qu'on a décrit, on se dit, mais il doit être totalement déstructuré, c'est cet ça. homme. En fait, Pas du tout. pas du tout dans son écriture. En tous les cas, il est très logique, très cohérent. Mais évidemment, ça part dans des mondes à lui, quoi, complètement. Hein. Voilà. Total Recall, c'est pareil, c'est histoire de rêve aussi, C'est les souvenirs implantés. de souvenirs implantés, complètement. Oui, effectivement, il est arrivé à nous le faire croire. Et en plus, il a des héros souvent qui sont. C'est même pas des héros, ce sont des gens tout à fait banals hein, qui sont là. Tu as parlé d'Ubik. Ubik, c'est peut-être le plus flamboyant de ces livres. C'est le premier que j'ai eu Voilà. Allez, ça part dans tous les sens, avec de l'humour aussi. Bon, je me rappelle toujours du gag, parce qu'il a décrit un concept qui s'appelle le conapt, c'est-à-dire l'appartement du futur. Hein. D'ailleurs, ça se dit, hein, un conapt. Il y a une porte là qui est syndiquée. Alors, comme il n'a pas payé ou je sais pas quoi, il n'a pas mis la pièce, elle ne veut pas s'ouvrir. On lui dit, mais si tu ne veux pas t'ouvrir, je vais te démonter. On lui dit, bon, finalement, je vais t'ouvrir. Bon, c'est du dit. Il y a plein de clins d'œil comme ça. Il parle aux morts. Ils ne sont pas morts, ils sont tous les deux. Puis il y a des explosions. Enfin, bref, c'est génial. Et avec la poudre Ubik, l'atomiseur Ubik. Ouais. Bon, on ne peut pas tout faire. Non, mais je voulais. Compliqué. Que moi, c'est vraiment la thématique qui, moi, m'a démarqué. Où j'ai dit, moi, je suis dans un univers qui est quand même pas facile à appréhender quand on n'est pas. Aujourd'hui, on y est plus habitué par le cinéma, l'internet, etc. On a été bombardé d'histoires avec des réalités superposées. Donc le concept est moins étranger. Mais là, c'est la première fois que je rencontrais ce concept-là. Et depuis là, je me suis rendu compte qu'énormément de films ou d'éléments que j'ai aimés, que ce soit du jeu, du cinéma, du bouquin, ils prennent cette thématique-là. J'adore. Ah oui. Je trouve que c'est les Moi, mieux réussis. Je connais pas d'autres auteurs qui écrit comme ça. Il y en a pas. Non, c'est voilà. top. Alors bon, comme il fallait prendre un exemple, bon, j'ai pris Le Maître du Haut Château, The Man in the High Castle. Tout à fait. Et pourquoi? Bien sûr, il a eu le prix Hugo, mais c'est pas que pour ça. C'est vraiment un roman, moi, qui d'emblée, je peux dire que j'étais pas un précurseur, mais dès qu'il est sorti, je l'ai adoré, ce livre. Tu avais quel âge quand tu l'as lu, toi, ce bouquin? 21 années, peut-être. Mais vraiment, alors après, c'est une traduction, bien sûr, hein, je l'ai lu en français. Et ils ont sorti maintenant une traduction encore plus fine, parce que, voilà. Alors, Le Maître du Haut Château, c'est une uchronie, mais c'est pas qu'une uchronie. Si on croit que c'est qu'une uchronie, c'est qu'on connaît pas Dick. Bon. Alors ça commence, c'est San Francisco en 1962. Non pas que c'est le moment où il a sorti le livre, hein, parce qu'il était le prix Hugo en 63, donc il avait sorti en 62. Donc c'est le San Francisco de ce moment-là. Et d'emblée, ben, on voit qu'on est dans une uchronie. On va peut-être l'appeler l'uchronie numéro 1. Alors une uchronie, c'est une modification de l'histoire en fait.
C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, et si ça ne s'était pas passé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, hein, Ravaillac ne tue pas Henri IV, hein, ou Napoléon gagne Waterloo. Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, c'est très intéressant. Mais c'est quand même là, comment dire, un thème assez classique de la science-fiction. Si ce n'est que le Maître du Château, je ne sais pas si c'est vraiment de la science-fiction. Bon. Donc l'Uchronie, c'est qu'en 1933, on ne le sait pas trop en France, moi je ne le savais pas. Il y a eu un attentat contre Franklin Delano Roosevelt, par un dénommé Giuseppe Zangara, et qui, dans notre vie à nous, a échoué. Cet attentat n'a pas marché, Roosevelt s'en est tiré. Lui, par contre, Zangara, on n'en parle plus. Et là, dans cette uchronie, l'attentat réussit, donc Roosevelt meurt. Et il faut savoir que dans notre vraie vie, Roosevelt, il a fait 4 mandats successifs. Depuis 1932, donc jusqu'en 1945, il n'a pas terminé le 4e mandat. C'est la bombe atomique, c'est en fait son successeur Truman qui l'a envoyé sur les Japonais. Mais il a fait 4 mandats successifs, et c'est après ça que les Américains sont revenus sur cette possibilité d'avoir plusieurs mandats, et que c'est limité à 2 mandats maintenant, hein, successifs ou pas successifs. Il ne peut plus y en avoir plus de 2. Donc, on va passer sur les détails de l'Uchronie. Si ce n'est donc Roosevelt n'est pas là, donc l'Amérique n'est pas prête à se battre contre les forces de l'Axe. Hein. Je rappelle que les forces de l'Axe, c'était l'Allemagne nazie, le Japon et l'Italie. Et les Japonais, en fait, vont envahir les États-Unis, les Allemands vont gagner de leur côté, et tout ça va aboutir qu'en 1945, les alliés des Américains capitulent. En 1947, c'est les États-Unis qui capitulent. Et les vainqueurs se partagent les États-Unis, parce que c'est là que ça nous intéresse, en 3 secteurs. Donc il y a un État vassal du Reich, donc des Allemands, hein, à l'Est. À l'Ouest, les États du Pacifique, qui sont vassals du Japon, comme capitale Sacramento, alors que les Allemands ont comme capitale New York. Il y a un petit État au sud dont il parle Dick, mais qui n'a pas d'importance, donc les seuls de côté. Et au milieu, un État tampon, qui est soi-disant neutre, qu'on appelle l'État des Rocheuses, des montagnes rocheuses, avec comme capitale Denver. Mais c'est neutre, mais c'est quand même entre les 2 blocs. Alors, dans ce bouquin, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est ce livre, d'accord, on est parti sur cette uchronie, mais il y a 2 éléments fondamentaux qui expliquent en fait tout le déroulé du livre. Alors d'abord, le Yi-King. Alors, qu'est-ce que c'est que le Yi-King? Le Yi-King, c'est le livre de transformation, c'est un oracle chinois qui date de 3000 ans, et que Dick utilisait dans sa propre vie depuis quelques mois. Et d'ailleurs, il le tirait quotidiennement comme oracle jusqu'à la fin de sa vie. Pour lui, voilà. Alors, on tirait soit avec des baguettes, soit avec des pièces chinoises, des vieilles pièces chinoises trouées. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Il avait 3 pièces. Alors, il avait travaillé. Déjà, ça l'intéressait beaucoup, l'Allemagne nazie et le Japon. Donc, il s'était beaucoup documenté, mais il avait tout dans sa tête. Il n'avait pas une note écrite. Hein. Et comme il s'entendait mal avec sa femme Anne, hein, d'ailleurs, il a fait cet envoi en lui disant que bon, si se taisait, c'était beaucoup mieux. Donc, en fait, il s'est mis dans ce qu'il appelle son clapier, avec sa machine à écrire, ses chats, son électrophone, et il s'est mis à écrire, mais il ne savait pas sur quoi il partait. Alors, chaque fois qu'il voulait avoir une intrigue, qu'il avait un problème, il tirait du Yi-King, il suivait ce que lui disait le Yi-King. C'est quand même, bon, original. Alors, le Yi-King, c'est basé sur le yin et le yang. Hein. Voilà, bon. Donc, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, parce que je ne suis pas du tout formé à ça, mais quand même, c'est original. Et d'autant qu'il arrive à avoir un livre à nouveau très cohérent, et qui a été le plus honoré de sa carrière. Et le deuxième point, à part le Yi-King, c'est l'intervention de notre livre, hein, qu'on va voir tout au long du récit, qui s'appelle Le poids de la sauterelle, et qui a été écrit par un nommé Benson.
Et Abensen, c'est lui le maître du Haut-Château. En fait, il vit dans une propriété en montagne, à côté de Cheyenne, c'est-à-dire dans l'état des Rocheuses, et dans une propriété barricadée. Il vit à l'abri. Il vit à l'abri pourquoi? Parce que dans ce livre, Le poids de la sauterelle, il décrit une autre uchronie. Et dans cette uchronie, Roosevelt n'est pas tué, à la différence du maître du livre de Dick. Il n'est pas tué, mais il ne fait pas 4 mandats, il n'en fait que 2. C'est-à-dire, bon, il a un successeur qui est comme lui, donc de toute façon, les Japonais ne gagnent pas hein. Les Allemands ne gagnent pas non plus, mais l'Italie est restée neutre, mais l'État qui va devenir prédominant, c'est l'État britannique, la couronne britannique avec Churchill. Parce que comme Roosevelt n'est plus là, moi je pense que c'est la conséquence, il n'a pas pu s'opposer aux données de Churchill. Bon, les Russes, comme d'habitude, ont été refoulés, on n'en parle plus. Donc c'est une chronique quand même complètement différente, parce que elle montre que les forces de l'Axe sont perdues. Et pour ceux qui sont sous la botte japonaise ou allemande, surtout allemande, parce que n'oublions pas que la botte allemande était beaucoup plus sévère, ils étaient toujours impérialistes, toujours génocidaires, enfin ils n'ont pas changé. Alors que pour Dick, il était assez pro-japonais, on peut en discuter, hein, parce qu'on a appris après la guerre quand même, ils ne le savaient pas qu'ils ont fait des atrocités aussi, hein. Mais enfin bon, surtout avec les Chinois d'ailleurs. Mais en fait, lui trouvait que les Japonais étaient beaucoup moins expansionnistes et que les Japonais étaient beaucoup plus humains. Ils avaient des protocoles rigides, etc. Mais ils étaient humains alors que les nazis ne l'étaient pas du tout. Ils étaient industrieux, et ils en étaient arrivés à maîtriser l'énergie atomique, ils avaient asséché la Méditerranée, ils avaient des fusées, ils faisaient une conquête spatiale, ils étaient déjà sur la Lune et sur Mars. Et ils continuaient toujours leur expansion. Et ils avaient dans l'arrière-pensée de balancer une bombe atomique sur le Japon pour pouvoir être les seuls maîtres. Oui, pour se débarrasser de l'allié un peu embêtant. Donc voilà, donc tout ça montre bien que la botte allemande est quand même japonaise. Si les peuples qui étaient soumis lisaient ce livre, ben, ils pouvaient avoir des idées de se dire pourquoi pas nous. D'autant que le livre est interdit dans tous les pays allemands, mais par contre était toléré dans les pays japonais et bien sûr dans le pays neutre des Rocheuses en vente libre. C'est là d'ailleurs qu'il était édité. Donc voilà, donc le poids de la sauterelle et le Yiking. Le titre du poids de la sauterelle, alors moi j'avais compris que c'était tiré de la Bible et que c'est le fardeau de la sauterelle devient trop lourd pour l'homme. C'est-à-dire qu'en fait que l'homme au bout d'un moment ne peut pas accepter le monde tel qu'il est ni la vérité. Voilà, mais je ne sais pas si c'est la bonne. J'en ai lu plein d'interprétations différentes. J'en ai lu une qui était sympa aussi, qui disait qu'en gros, c'est une allégorie pour dire que même une chose aussi légère qu'une sauterelle finit par avoir un poids important sur l'histoire et peut, en gros, chaque détail est important. C'est comme un battement d'aile. Les papillons qui fait un tremblement de terre. Voilà, je ne me rappelle plus. Mais j'ai pas compris. Mais c'est vrai que bon, effectivement. Et toi, tu en avais une. J'aimais bien celle que tu as. Ton interprétation, toi, de ce titre. Oui, alors moi j'en ai une autre, mais c'est perso. Je pense que c'est tout simplement que la sauterelle sautillant et sautant, ben, comme on va passer de plusieurs uchronies des mondes parallèles, c'est en fait le moyen de passer ça symbolise, disons, parce que moi, le passage d'un monde à un autre. Quoi. Hormis la symbolique du fléau, de la sauterelle, etc., je trouve que dans les explications classiques qu'ils donnent sur le fait que toute chose est dure à porter, etc., il y a un impact. Pourquoi une sauterelle et pas une coccinelle, quoi, enfin, ou pourquoi une fourmi? Moi, ce que j'aime bien dans ton explication, c'est que le côté bombe de la sauterelle a du sens. J'ai pas tout lu. Peut-être qu'il en parle parce qu'il a beaucoup écrit. Dick, en dehors de ses bouquins, il écrivait des lettres à tout le monde. Il avait beaucoup de. Il a peut-être écrit quelque part. De correspondance. Parce que par exemple, on parlait d'Heinlein. Il a écrit à un moment donné, je n'ai pas retrouvé la lettre, il a écrit que Robert Heinlein était son modèle pour Abensen. Bon.
je sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé la lire cette lettre, hein. Mais il semblerait qu'il expliquait que il avait tiré lui de l'Ecclésiaste. D'accord. Mais Oui. je sais pas. Bon, alors bref, on revient au roman, donc au maître du château. Alors le maître du château, on va voir un peu comment ça se passe. Alors, il utilise un système qui là est parfaitement au point. Alors après, on dit que il est allé loin, il a fait un style à la japonaise, etc. Mais ça, je ne suis pas assez fort pour aller dans le détail. Parce que ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs narrateurs et que chacun donne en fait, un peu comme on parlait de la réalité, donne sa vérité et donne son expérience. Et c'est le résultat de tout ça qui donne l'ambiance et qui donne le monde. Et c'est très bien fait. Parce que il n'y a pas un héros plus qu'un autre. Il n'y a pas un héros dans ce livre. Il y a plusieurs personnages. Il y a plusieurs personnages. Moi, j'en ai pris 4, mais il y en a d'autres. Hein. C'est un choix. Bon. Et puis, j'ai pris un anti-héros. C'est Abensen. Bon. Alors, les 4 que j'ai choisis, c'est le premier, c'est Frank Frink. Frank Frink, alors, il s'appelait Frank Fink. Alors, il paraît que Fink, c'est juif et Frink, ça l'est pas. Bon, ça, bon, j'en sais rien. En tout cas, c'est un juif déguisé. Et il a intérêt à être déguisé parce que même s'il vit à San Francisco, au Japon, s'il est attrapé par des collaborateurs zélés, c'est direct l'Allemagne, le Reich et la chambre à gaz. Bon. Donc, il se dissimule hein, comme juif et il était, comme c'est un artisan, ce meuleur, un polisseur, il était utilisé par un entrepreneur complètement véreux qui lui faisait fabriquer des faux objets d'art ou des fausses antiquités américaines. Par exemple, je sais pas moi, des Colt 44, des affiches, des trucs. Enfin, lui c'était dans le métal surtout qu'il était. Et pourquoi? Parce que les Japonais, les riches Japonais ou les Japonais sont friands de ça. Ils achètent tout ce qu'ils trouvent. Je sais pas, s'ils trouvent une collection de pulp, par exemple, ils vont se battre pour l'avoir. Bon, pour eux, ça représente énormément d'argent. Mais lui, il a eu assez de faire ça. Et donc, il s'est mis à fabriquer des bijoux. Et ça, c'est important. Parce que ces bijoux qu'il a fabriqués ont énormément de sensibilité, énormément de pouvoir. Le deuxième héros que j'ai tiré de là, c'est Tagomi. Alors, Tagomi, c'était le héros préféré de Dick. C'est un Japonais qui est responsable de commercial, mais de très haut niveau. Et ce Japonais est amené à tuer 2 assassins nazis qui venaient perturber une séance, une réunion en fait secrète entre général japonais, un bon allemand entre guillemets, où ils apprenaient que les mauvais nazis, enfin ceux de Goebbels, étaient en train de préparer l'attaque atomique du Japon. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, deux tueurs nazis arrivent pour liquider un peu tout le monde, là, et il a un Colt 44 faux. Mais il s'est entraîné avec lui, il s'est très bien tiré et tout ça, et quand les deux tueurs arrivent, boum, il les tue. Il les tue, mais c'est pas si simple pour lui, parce que toute sa philosophie, ses croyances, son côté bouddhiste, ça lui se reproche d'avoir pris la vie. Pour lui, c'est pas, même si c'était des assassins et qu'il a eu raison de le faire en légitime défense, c'est trop fort pour lui. Alors, le hasard fait qu'il achète un bijou de Franck, et ce bijou, ça c'est du Dick, hein, il le décrit très bien, c'est un triangle lumineux dessus, noir dessous. En fait, Dick lui-même, dans la ville, avait fabriqué, parce que sa femme Anne, pour gagner de l'argent, avait créé un atelier de bijouterie, et Dick aidait de temps en temps pour le faire. Il a fait ce bijou, il était très fier, et donc il l'a mis dans le livre. Alors ce bijou, Tagomi, il sent qu'il y a quelque chose dans ce bijou, il n'est pas, c'est pas du métal, quoi. Voilà. Alors, d'ailleurs, et à un moment donné, il dit, il est yin au-dessus, c'est-à-dire le métal, et il est yang dedans, c'est le feu, c'est la main, quoi. Donc il y a de la vie dans ce truc, alors, dans ce bijou. Alors je connais mal le Tao, parce que ça vient de là. Il y a le Wu, et ce bijou du Wu, W-U, le Wu, c'est la sagesse intérieure. Et il peut devenir après Wabi, c'est-à-dire c'est l'harmonie extérieure.
Et ces bijoux, il a ça. Et à force de se concentrer sur ce bijou et avoir de la volonté, eh bien, ce bijou va ouvrir une voie, va enlever les illusions et il va rentrer dans un autre monde, Tagomi, un monde parallèle. En fait, le Tao, ça veut dire chemin. Donc il a pris un chemin pour aller ailleurs. Et où il va? Il va dans un monde qui pourrait être le nôtre, parce que là, les Japonais ont perdu. Et il y a l'Embarcadero, je ne sais pas quand il était à San Francisco s'il y était encore, parce qu'il a été détruit. C'est une autoroute absolument abominable qui était dans la ville et qui était une espèce de catastrophe quoi, au niveau esthétique. C'était horrible. Ça y était. Mais ça avait été refait. C'était détruit dans les années fin des années 90 ou un truc comme ça. Mais en 59, il existait, il venait d'être construit. Mais les Japonais ne l'avaient jamais construit, ils ne savaient pas que ça existait. Alors, certains disent que c'est notre monde à nous. Moi, je dis qu'on n'en sait rien, parce qu'en fait, les Japonais ont perdu, mais certes, il y a l'autoroute, hein, mais il peut y avoir d'autres mondes encore comme ça. Et après, il revient chez nous, Tagomi. Le hasard voudra qu'il sauvera Frank Frink, le héros, le créateur du bijou, parce que finalement, il a été donné, entre guillemets, par son ancien employeur, et il le sauve parce qu'il refuse l'extradition pour l'Allemagne. Troisième héros, personnage, narrateur, c'est Shildan. Shildan, c'est un boutiquier, un vendeur d'art, et c'est lui qui travaille beaucoup avec les Japonais. Il ne peut pas les voir, les Japonais, c'est un type affreux. Shildan, il est ambigu, il est raciste, il est en dessous, en fait, il est intéressé, en fait, c'est vraiment pas un gars valable. Et là, il va obtenir sa rédemption, Shildan, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est lui qui a les bijoux de Frank, et il a une connaissance japonaise qui lui dit, mais ces bijoux, ils ont quelque chose de tous le sentent, tu vois, qui a justement ce fameux U, mais il lui dit, vous devriez, je vais vous donner l'adresse d'un fabricant, on va vous le manufacturer ça. Chaque bijou a des milliers d'exemplaires, parce que le U reste dans chaque exemplaire, et ça fera des porte-bonheur pour tous les Asiatiques qui l'achèteront. Vous allez vous faire une fortune avec ça. Au début, Shildan dit, oui, pourquoi pas. Et puis, il dit quand même, hein, l'art américain, pour ce Japonais, qui n'aime pas le Japonais, ça sert tout simplement à faire de la pacotille. Et alors là, il réagit, il dit non, je refuse, et vous allez vous excuser. Ce qui pour lui est énorme, parce que demander le pardon d'un vainqueur quand même, et l'autre il hésite, mais il s'excuse. Voilà. C'est quand même très intéressant. Puis la dernière, c'est une femme, Juliana, c'est l'ex de Frank Frink. Elle est partie dans les Rocheuses, elle est professeure de judo, et elle va rencontrer un convoyeur, un chauffeur routier italien qui se présente comme un Italien, qui s'appelle Joe, et elle va devenir, c'est un beau type, ils deviennent amant et maîtresse, hein. Et en fait, c'est un tueur nazi, un Suisse nazi, qui s'est fabriqué un aspect d'Italien, et qui est un faux convoyeur, bien sûr, et qui est un faux amant aussi. Il est là, en fait, parce les nazis ont dépisté qu'à Bensen, il adore, comme Dick, les filles aux cheveux noirs. Et Juliana, les filles aux cheveux noirs. Donc, on va pouvoir, avec elle, aller voir à Bensen, à Cheyenne, et moi, je le tuerai. Et quand elle s'en rend compte, c'est elle qui le tue. Avec un peu sur une lame de rasoir, et lui coupe la carotide, enfin, c'est sanglant. Et donc, c'est elle qui ira voir à Bensen, toute seule, et elle obtiendra de Bensen, après ce qu'elle a fait quand même, il est bien obligé de le faire, hein, qui tire un oracle, un dernier yiking, et en tirant ce yiking, parce qu'il a fait lui son livre avec ça, mais on va y revenir tout à l'heure, mais ce yiking va dire, hein, la seule chronique est juste, le seul oracle qui est juste, c'est celui que vient de décrire à Bensen. Tous les autres sont faux. Ok. Réflexion. Alors, voilà les héros. On va maintenant voir les thèmes et puis on finira par l'anti-héros. Or, les thèmes, bien sûr, c'est le premier, c'est le réel. Quand on pense en plus que tout dépend
d'un jeu de hasard, quoi, du yiking. Est-ce que c'est vraiment un jeu de hasard, ce yiking? Oui. Ou est-ce qu'il y a une transcendance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Divinatoire ou pas? C'est pas évident. Alors, ce yiking, donc, est là, et il dit que c'est l'Uchronie 2, celle d'Abensen, qui est juste, on appelle ça une mise en abîme, c'est-à-dire une uchronie dans l'Uchronie, un livre dans le livre, etc. Et ce qui veut dire, et beaucoup ne l'avaient pas compris, même moi, je veux dire au début, parce que quand on le lit, il faut le lire plusieurs fois, le maître du château. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde à nous est faux aussi, puisqu'il n'y en a qu'un de vrai. Ça veut dire aussi que Tagumi, on ne sait pas où il est allé. Il y a encore un autre monde. Donc il y a plein de mondes parallèles, mais il n'y en a qu'un de vrai. Et pourtant, on y vit dans ces mondes parallèles illusoires. Et on y vit bien. Voilà. Déjà. Ah, mais oui. Bon, ça va pas plus loin, mais ça fait réfléchir. Deuxième thème, c'est tout ce qui est la fausseté. Le double jeu. Alors, bon, on a vu Frank Fring qui cache qu'il est juif. Shildan qui peut pas voir les Japonais, mais qui leur lèche les bottes tant qu'il peut. Tout le jeu des agents doubles là, étrangers, avec ce complot pour la guerre atomique là, sur le Japon, aussi bien du côté allemand que du côté japonais, ils ont tous des doubles casquettes. Le problème des faussaires, et ça, il dit quelle est la différence finalement entre une pièce, entre deux pièces de la même époque. Il dit c'est l'historicité, mais qui dit que c'est historique? Un certificat, mais un certificat, il n'a de valeur que par lui-même, il n'y a pas de valeur du tout. Donc il n'y a pas de différence entre le faux et le vrai. Voilà. Donc ça c'est le point des faussaires. Joe, le fameux tueur nazi, qui en fait a pris toutes les hypothèses possibles. Hein. Et juste pour la fausseté, bon, je n'ai pas trop parlé parce que c'est le sort d'Hitler. Hitler, dans l'Uchronie du Haut-Château, il a une syphilis cérébrale. Hein. Il est en train de végéter dans une mort végétative dans un sanatorium quelconque. Hein. C'est Bormann qui a pris la suite. Bormann vient de mourir et c'est Goebbels qui est maintenant le chancelier. Et Bormann et Goebbels avaient comme projet de balancer une bombe nucléaire sur le Japon. Ce qui entraîne l'opposition de Labouer. Labouer, c'est le service national des armées, c'est l'amiral Canary. Qui eux, ils sont plus humains, ils veulent pas des guerres comme ça. Et puis le fameux SED, c'est-à-dire le service de sécurité nazi, où il y a eu Himmler, maintenant c'est Heydrich, eux, on leur a dit, bon, quand on aura balancé la bombe atomique, c'est les affaires étrangères qui s'occuperont de tous les pays nippons qu'on aura maintenant sous notre férule. C'est pas vous. Vous allez vous occuper de l'espace. Eux, l'espace, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est là. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Abwehr et le SED vont se retrouver finalement coalisés dans le même combat contre la bombe nucléaire. Voilà. Bon, ça c'était pour les faussetés. Donc, dernier thème, c'est évident, c'est le non-humain. Le non-humain, ce sont les nazis qui n'ont pas la moindre bonté ni la moindre chose. Au contraire, ils ne pensent qu'à écraser les autres. Et avec cette autorité qui fait que tous les peuples qui sont fanatisés, quoi, quelque part. Alors, il dit c'est psychotique qui règne maintenant, hein, c'est pas autre chose. Il y a aussi le thème du coup du racisme. Il y a beaucoup de racisme dans ce livre, mais ça vient pareil. Hein. Shildan en particulier, alors il y a les Shintok, hein, qui sont sur les pouces là. Les Noirs qui sont devenus, ceux qui restent sont esclaves. Hein. Il est content que les Allemands aient supprimé les Juifs et supprimé les Gitans et les témoins de Jéhovah. Ça, je ne sais pas, mais les témoins de Jéhovah. Il est content de voir que les Slaves et les Russes, tout ça, ont été repoussés en Asie et qu'on n'en parle plus. Enfin, vraiment, c'est un racisme quasi total. Voilà. Alors, pour terminer, l'anti-héros, c'est Abensen. Abensen, rien n'est gratuit chez Dick. Abensen, ça veut dire en allemand celui qui se couche le soir à l'ouest. À l'ouest, ne peut pas t'aider là. C'est le soleil couchant, c'est du côté effectivement
des États japonais ou des Rocheuses. À la différence de Morgensen, c'est à l'est, c'est-à-dire c'est les nazis. Alors quand Juliana arrive chez Abensen, elle s'attend à trouver au château. En fait, elle tombe sur une petite maison de campagne bien entretenue, avec un chemin, un tricycle, un jardin, pas le moins de soldats, pas le moins de gardes, rien. Et quand elle rentre, elle trouve Abensen et sa femme en train de faire une cocktail party, là. Ils boivent du whisky, avec des amis, tranquilles, comme ça, comme si rien ne s'était passé. Elle est quand même surprise, elle leur explique qu'elle vient de tuer un nazi qui voulait le tuer, et elle lui dit, mais pourquoi vous ne défendez pas? D'ailleurs, elle a eu son téléphone par l'annuaire, enfin, il se défend absolument pas. Il dit, de toute façon, quand j'étais dans mon château, que j'ai quitté par phobie, si vous voulez m'avoir, il m'aurait eu. Alors là, maintenant, je vis tranquillement. Voilà. De temps en temps, je tire le Yiking pour savoir ce qui va se passer, puis voilà. Elle dit, mais comment vous avez écrit votre livre? Elle m'a dit, je l'ai écrit intégralement avec le Yiking. Alors il est allé encore plus loin que Dick, parce que Dick ne faisait que de temps en temps. Lui, il l'a fait intégralement avec le Yiking. C'est un livre fait par le Yiking. Et il a mis 5 ans pour le faire. Il y a tout, les intrigues, l'histoire, tout vient du Yiking. Alors il a eu succès, c'est un best-seller, donc il est content, il a eu son succès, etc. Il tire l'oral quand il lui dit qu'il n'y a que sa version à lui qui est bonne. Et voilà, et donc il fait. Alors moi je trouve ça super d'Andy. D'autres auraient fait une fin, comment dire, ou dramatique, ou quelque chose qui se passe. Là, il dit, si vous voulez, je peux vous signer un autographe sur votre livre. Elle lui dit non, quand même pas. Et puis ça me va, vivante, etc. Je veux dire, il n'y a aucune modification du dessin des gens. Ouais. Tu vois? Voilà. Moi, ce que je veux dire sur le château, moi j'adore, hein, c'est un livre vraiment super, à lire et à relire, hein, parce qu'il se lit facilement. Il y a plusieurs niveaux de compréhension, c'est comme d'habitude. Voilà. Et quand on est dans ce genre de sujet, il y a des choses qui nous paraissent du détail et qu'on ne remarque pas, et à la lecture, on dit ah oui, mais ça, ça veut dire, c'est ça qui va expliquer ça, c'est ça qui va déclencher ça. Et c'est toujours intéressant de les revoir, mais quand on manipule des univers parallèles ou des histoires qui se... Il a atteint un sommet, là, quoi. C'est-à-dire, il a atteint un sommet. Alors après, si tu veux, tu peux parler du... Tu l'as vu, la série, là, qu'on a tirée, parce qu'ils ont tiré à la télé, sur le Maître du Haut-Château. Oui, la série, oui. Ils avaient... Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors honnêtement, sur la série, je suis plutôt divisé. Hein. D'un côté, il y a une intrigue évidemment bien amenée, de plus en plus complexe avec les réalités alternatives, comme tu le présentais. Et ça, je trouve ça passionnant, au même titre que dans le livre. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé aussi que le rythme était parfois inégal. Après, c'est une série qui se regarde avec plaisir. Déjà d'une, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries d'adaptation comme ça, de science-fiction. Et en plus, elle est complète, puisque c'est 4 saisons de 10 épisodes. Donc on arrive à la fin à une, entre guillemets, vraie fin, même si celle-ci reste bien différente du livre. Toi, je sais que tu l'as regardé. Alors, je l'ai regardé. Et regardé, toi. Je l'ai lu, regardé. À mon avis, c'est vraiment autant Blade Runner et les androïdes revêtus de moteur électrique, il y a quand même des points communs. Là, franchement, c'est totalement. Enfin, pour moi, c'est différent. C'est différent parce que, pas tellement le fait, que l'Uchronie, après tout, on se retrouve à nouveau avec les 3 États, là, comme. Oui, ça. Comme là. C'est plus un livre, c'est un film. Ce sont des reproductions de films. À Bensen, c'est en fait un gars qui projette des films. Hein, c'est pas du tout un écrivain. La succession d'Hitler, là Hitler est en train de mourir, mais jusque-là il était aux affaires. Donc il va se passer derrière la succession d'Hitler toute une lutte de pouvoir entre les Allemands. Il va y avoir c'est très violent. Il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de violence, c'est beaucoup plus au premier degré. Il y a des violences entre Allemands, et Japonais, entre Allemands et Japonais aussi, qui peuvent pas se voir. Et puis il y a une résistance là, ce qui n'existait pas dans le livre. Il y avait une résistance avec des Noirs. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a des Noirs, alors que dans l'autre livre, les Noirs sont devenus esclaves. Et ils ont même fait la solution finale en Afrique. Hein. Ils l'ont appliqué. Là, non, ils sont là, les Noirs, et ils sont, voilà, ils sont toujours au premier plan. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le gars là qui fait qui est le Reich, là, le blanc, là, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Il y a Quito aussi de Campeta, il a de la Gestapo.
John Smith, je crois qu'il doit s'appeler un truc comme ça. Ouais. Enfin bref, lui il est très bon, il y a beaucoup d'action, et puis là, on a les mondes parallèles, c'est-à-dire que vraiment, alors, il y a toujours Tagumi et Juliana en plus, qui passent eux avec leurs bijoux et tout ça, mais là, ils ont fait la machinerie allemande, là, boum, Ouais. avec beaucoup de bruit, beaucoup de trucs. Alors là, bon, ils n'ont pas trop maîtrisé. On va à un moment donné, tous les gens du monde parallèle qui arrivent. C'est bon. Il y en a, j'ai lu des critiques qui disaient qu'ils avaient fait l'inverse de ce que j'avais fait moi pour Blade Runner. C'est qu'ils ont commencé par la série. Ils sont après voir le livre et dire, oh, voilà, la série est bien meilleure que le livre. Bon, moi, je ne crois pas. Je crois vraiment que le bouquin est super. C'est pas pareil. Là, c'est de l'action, c'est une étude de société, c'est des gens qui veulent monter, descendre, des ambitieux, des ambitions, tout ça. Oui, après, il faut bien la faire vivre, la série. C'est un peu comme tout, il faut toujours trouver 30 000 intrigues, il faut faire des saisons supplémentaires, etc. Donc, c'est vrai que les scénarios changent. Voilà. Mais bon, en tout cas, je la finirai. Moi c'est vrai que c'est une. Moi, je suis content que tu aies choisi cette œuvre parce que on aurait pu, honnêtement, on serait parti sur Blade Runner ou ou Ubik. Et je suis content que tu aies fait ce choix-là parce que Blade Runner, on en a déjà beaucoup de gens en ont parlé. Ubik, c'est pareil. Et puis Blade Runner, bon, on adore, hein, c'est même pas la question. Mais les uchronies, on n'en voit pas souvent quand même. C'est un thème connu, mais pas souvent abordé. Surtout une uchronie qu'on appelle une autre, c'est-à-dire il y a encore une autre. Je sais plus, il y a une qui est vraie, les autres sont fausses. Ah ouais, et du coup, celui qui te dit qu'elle est fausse, si elle te dit qu'elle est fausse dans une réalité qui est fausse, est-ce que c'est vrai du coup qu'elle soit fausse? Ah non, mais tu peux te poser des questions. Tu as des paradoxes dans tous les sens. En plus, qui peut affirmer qu'il n'y a que le Yi-King qui dit la vérité. Okay, déjà, oui. En plus. Déjà, dans une réalité qui est fausse. Bon. Quand on dit que quelque chose est vrai, ben, c'est pas forcément vrai du coup, puisque la réalité n'est pas celle-là, elle est altérée. Enfin, moi, c'est passionnant. Je trouve qu'en plus, tu vas très bien parler. Je pense que tu vas donner le goût à pas mal de gens, j'espère en tout cas, de voir la série ou de lire le livre, ou dans l'ordre qu'ils veulent. Bon, toi, tu conseillerais d'abord le livre après la série. Le livre est facile à lire. Hein. Par contre, il ne faut pas hésiter à le relire. Parce qu'il y a beaucoup d'actions quand même, hein. Il y a beaucoup de petites intrigues, etc., qui sont intéressantes. Hein. Mais il ne faut pas s'y perdre là-dedans. Il faut bien voir ce qu'a voulu. Il faut se laisser porter aussi. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. Parce que ce système d'Uchronie, les yeux dans les autres, là, c'est des poupées russes, quoi. C'est pas évident, quoi. Non. Mais je pense qu'il faut le lire une première fois sans trop réfléchir. Moi, j'aime bien les aborder comme ça, ces bouquins. Les lire sans trop réfléchir et dire, juste d'un point de vue émotionnel, est-ce que j'ai passé un bon moment? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Et après, quand on aime bien, on y revient, on cherche les détails, on voit des nouveaux, c'est-à-dire des layers en anglais, mais des couches, enfin des calques supplémentaires qui donnent une autre lecture. Et c'est là où du coup, c'est quasiment sans fin. On peut le regarder ou le lire plusieurs fois et toujours trouver quelque chose de nouveau. Là où je te rejoins tout à fait, c'est que la première lecture d'un livre, bon, des fois, c'est pas la peine, c'est des livres pas compliqués. Bon. Oui, mais la première lecture, on ne se trompe pas. Ou ça te plaît, ou le livre te tombe des mains et tu n'as pas envie de lire. Bon, moi, il m'a d'emblée beaucoup plu. Mais j'aurais dû en parler la première fois que je l'ai lu, j'aurais pas dit ce que je viens de dire là. Ouais, oui. Voilà. Bon, donc, c'est pas grave, chacun y trouve, hein, c'est cas de bien. Mais c'est un bouquin où on peut vraiment, moi j'ai envie de dire des choses que j'ai pas dû voir, hein, mais on a beaucoup écrit dessus aussi. Oui, mais maintenant avec Internet, déjà c'était documenté par des gens qui avaient bossé, puis avec Internet aussi, c'est tout documenté. Oui, mais il faut savoir trier quand même. Hein, parce que mais de toute façon, rien ne remplace la lecture personnelle. En tous les cas, oui, mais le présenter comme une uchronie simple, non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et avec ces histoires de réel et tout ça. Mais oui, la machine à écrire, c'était le roi de la machine à écrire quand même. Hein. Il tapait une vitesse. Comme dactylo, très très vite. Mais il faisait rien à la main, hein, tout. Ouais. Alors 6 semaines pour un livre, et 6 semaines pour le corriger. En 3 mois, il faisait un bouquin. Ah oui, il a mis 4 ou 5 mois pour le faire. 11 livres en 2 ans. Ouais. Et bon en plus.
C'est-à-dire, Oui, puis c'est lui qui les écrit. si faisait des. Bon, c'est pas toujours au même niveau, c'est vrai, mais quand même, dans l'ensemble. Non, il a une œuvre, alors autant assez hétérogène dans les thèmes, puisqu'on en a déjà abordé, mais alors homogène en qualité quand même, parce que Oui. c'est vrai que, je veux dire, je suis loin de les avoir tous lus, mais c'est vrai que on retrouve toujours derrière le nombre de films et d'adaptations, de jeux vidéo, de toutes les inspirations que ces livres ont fait. C'est pas une œuvre qui a donné, inspiré tout. Chaque personne elle peut être allée reprendre dans une œuvre, dans une œuvre, dans une œuvre. Et ça continue. C'est énorme. Quoi. Ça continue après. Moi, je reconnais que ce qu'est le mainstream. Là, j'ai lu parce que c'est le seul qui avait été publié, c'est Confessions d'un barjo. Il y a un film de ça. Il y a eu un film en France d'ailleurs, qui a été fait par un Français, qui paraît-il est bien, mais bon, moi le sujet me plaisait pas. C'est sombre quand même, hein, donc je suis pas très attiré par ce genre de film. On verra. Et après, j'ai pas lu tout ce qu'il a sorti. Et l'exégèse, là, bon, là, il faudrait vraiment qu'un jour, j'ai énormément de temps devant moi. 1000 pages. 1000 pages, bon. Bon, je sais que ça te fait pas peur, toi. Non, ça me fait pas peur, mais bon. Non, mais il faut aussi accrocher. C'est particulier, quoi, voilà. Bon, mais écoute, tu veux conclure là-dessus? Ouais, je pense que, bah, du coup, moi, alors, première chose, moi, je trouve que, pour comparer à Heinlein, qui était notre premier référent, on est dans un registre plus psychique sur comment dire, la vision, la relation, notre perception de la réalité. Voilà, je dirais que ça, c'est quand même un thème clé. Qu'est-ce qui est, et cette frontière qui, avec Dick, est à la fois floue, à la fois précise, et qui, on s'y perd, mais en étant toujours cohérent. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Et c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a séduit dans ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi, alors ça n'a rien à voir, hein, mais son histoire, sa façon d'être et tout, me fait penser, avec son côté paranoïaque, etc., à Bobby Fischer, le joueur d'échecs, qui était devenu complètement parano, qui était pensé qu'il était poursuivi, que les Juifs étaient un complot, qu'il était poursuivi par le FBI et la CIA, et qui était à la fois un génie des échecs. Ben, moi, quand je vois Dick, je pense en termes de personnalité, à Fischer, quoi. J'imagine. Moi, je pense que c'est un génie. C'est-à-dire un génie de l'écriture et de la musique aussi. Tu sais que très jeune, il déchiffrait des partitions. Non, mais ils ont des dons fabuleux. C'était des gens absolument. Ils ont des dons fabuleux, mais le prix à payer, c'est une paranoïa, c'est enfin, des charges mentales, enfin, des problèmes mentaux quand même assez lourds. Hein. Dire, Fischer, il a été infréquentable pendant 40 ans après. Hein. Il a dit qu'il allait. Et il est mort quasiment dans l'anonymat. Hein, et Dick, pareil, c'est après sa mort que finalement les gens. Oui, mais Dick, par contre, a toujours été entouré. C'est-à-dire que ce que je disais, il a eu des amis. Socialement. Et puis même, bon, tu sais que Tessa, avec qui il avait divorcé, ils avaient envisagé de se remarier. Ouais, mais ça. Non, mais je veux dire, il n'était pas forcément. Bon, il avait des défauts, bien sûr. Hein, mais quand même, il devait avoir des qualités sociales, quoi, sociables. Ouais. Dans sa dernière résidence, là, à Santa Ana, mais par exemple, il avait été chargé par les copropriétaires des problèmes juridiques, trucs comme ça. Il s'intéressait, tu vois, aux choses. Il n'était pas dans. Il pouvait être très dans le réel. Il n'était pas complètement fou. Enfin, à mon avis, quand il venait de perdre ses 500 cachets, il valait mieux pas le croiser dans le jardin, hein, parce que. Oui, il est de grandes époques. Parce que ça devait être folklore. Il est de grandes époques où Parce que l'avoir comme voisin, même s'il a remarqué qu'il a adoré le silence. Alors peut-être que c'était très calme au final, hein, mais il devait y avoir des épisodes. Les années 70, quand il s'est séparé de Nancy, leur maison de Saint-Raphaël, qui était une jolie maison, il a accueilli, comme il ne voulait pas rester seul, il a accueilli tous les jeunes cuisses de la terre. Ah ben, ils sont tous venus là-dedans. Magnifique. Alors, à un moment donné, il disait, il en parle Kessie dans sa BD, il y en a une là qui dit, ah, je me gratte partout, j'ai des insectes, il y en a un qui sort du DDT, qui en pulvérise partout, tu vois. Non mais... C'était l'époque à la Californie aussi, quand même. Oui, il a vécu à Berkeley longtemps, qui a quand même aussi un centre très intellectuel. Il a connu énormément d'intello. J'avais lu d'ailleurs qu'il avait fait, le peu qu'il est à l'université, il s'était retrouvé dans sa classe avec, dans son cursus avec 2 ou 3 élèves, dont. Avec Duncan en particulier et d'autres. Il a eu des poètes. Ackerman, qui est un musicien aussi connu. Une autrice, une nana qui était auteur de science-fiction aussi. Ursula Le Guin. Voilà. Alors, Ursula Le Guin, ils ont eu
Je crois Ils pas. étaient de la Alors, même, moi j'ai lu même promo. qu'ils étaient la même promo, mais qu'ils se sont jamais rencontrés. Ouais, c'est ça, mais c'est la. Et alors, celui-là, C'est marrant quand Le même, Gwen cette ou le Gwyn, génération. je sais pas comment il faut dire. Comment on prononce ça. Alors, sur le Gwen, j'aime bien. Lui aussi, c'est intéressant. Mais alors, elle y en a voulu parce qu'elle lui disait que les héroïnes féminines, il les traitait comme mal. Ouais, Voilà. Parce qu'en fait, entre autres, il était contre l'avortement. Parce que il a eu une deuxième fille Ouais, ou surtout fils par rapport avec à. Anne, et Anne a voulu avorter, elle avait déjà 3 filles Et le lui, premier par rapport mariage. à sa sœur Et ça, il y en a jumelle, voulu je pense beaucoup et tout que ça. c'est compliqué aussi. Voilà, pour et lui, ça, hein, c'est dans peut-être. le milieu, comment dire, Ouais, un peu universitaire, avancé, universitaire, progressiste, ça ça ne passait pas. et il disait il décrivait des femmes qui étaient toujours, justement, qui étaient dominatrices, etc. Enfin bon, bref, comme il les vivait lui. Alors il essayait de se justifier, il n'y est pas arrivé, bah, peu importe. Mais Ursula Le Guin aussi, elle est rentrée dans la librairie of America. C'est une des rares. Hein. Donc c'est Mais quand même, cette génération quand même dorée, hein, une fois de plus, on reste dans cette décennie fabuleuse. Ah, mais c'est des géants là, quand même. Là, il y a des géants. Quand tu passes qu'encore Asimov, quand on n'a pas parlé, Van Vogt, il y a des mecs comme ça, quoi. Arthur Clarke aussi. Hein. Clarke, quoi. Bon. Ouais, je veux dire, là, il ne manque pas des. Et on n'a pas attaqué non plus les Français, voilà. Les Européens, etc. Les Français, Carsac, Bulle, Bordage, enfin, il y a des gens quand même, hein, effectivement. Non, mais moi, pour conclure, ça doit de mon point de vue, c'est peut-être un des plus modernes de cette génération-là. Que son œuvre, je pense qu'elle est quasiment indémodable, quoi. Enfin, complètement. Elle traverse rap, puisque on travaille sur de la psychologie, de la réalité, de la distorsion, et moins sur des outils et de la technique. Ça peut vieillir, les outils et la technique, parce qu'on peut se tromper, les voitures volantes, elles pourraient ne jamais exister, bon, ben voilà. Alors que là, pour les questions qui se posent, elles existent toujours aujourd'hui. Et c'est ça, et c'est là où je trouve qu'il est différent des autres. Alors, il est différent, alors justement, dans le maître du haut château, bien sûr, dans le maître du haut château, il n'y a pas de gadget. Il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de voiture comme dans Blade Runner. Alors que dans Android et dans Ubik, il y en a des gadgets. Oui, il sait les utiliser. Mais là, dans le maître du château, il est très sobre. Hein. Pratiquement pas de. Il n'y en a pas d'ailleurs, je crois pas. D'ailleurs, tu disais à moi justement, c'est presque pas de la science-fiction finalement. Et alors, les critiques disent qu'il est arrivé à faire un roman hybride, là. C'est entre la science-fiction et le mainstream. Ouais. Voilà. Mais voilà. Bon, écoute. En tout cas, moi je te remercie, j'ai toujours passé un très bon moment avec toi, j'apprends toujours plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez passé un super moment. Prochain épisode, il y en aura un. Hein, on peut déjà. On ne sait pas encore lequel, mais il y en aura un. Et en tout cas, abonnez-vous, aimez si vous likez si vous aimez, puis on vous dit à bientôt. Merci.